Dernière partie de l'émission, les amis, avec Véronique Jérôme. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphane. Et alors, je vous disais économiste, vous avez dit non. Polito-économiste. Polito-économiste, dites donc. Oui, je croise à la fois l'analyse économique et la politique et l'analyse économique de la politique. Et on arrive comme ça, avec Bruno Jérôme, dans le cadre d'Élections Scope, à produire un décryptage des mesures qui sont prises et qui sont parfois impactées par le calendrier électoral. Un décryptage qui se veut positif, parce qu'il essaye de dire ce qui est. On n'est pas dans le conseil, dans la recommandation, dans la préconisation. On est dans le constat de ce qui est. C'est une analyse qui est dite positive. Voilà, on essaye de voir un peu, de dire un peu ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a un truc, alors c'est ce que j'ai mis en exergue de cette interview, phrase de Georges Stéphanopoulos, qui l'a prononcé en fait, Bill Clinton, on ne sait pas trop. Son conseiller, oui. Oui, c'est ça, donc c'est Stéphanopoulos, ou James Carville. Voilà, James Carville. Donc, qu'est-ce qui va faire l'élection, demandait-on à James Carville. Ça reste un film d'ailleurs. Comment s'appelle le film Black Room, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, le film de la première campagne de Clinton. On voit James Carville qui est en plus un Cajun, je crois. Hein. Il a un accent incroyable. C'est un gars qui vient de Louisiane. Et donc, question, mais qu'est-ce qui va faire l'élection? Réponse, it's the economy stupid. C'est évidemment les tendances économiques et les lignes de force économiques qui font une élection, Véronique. Ça veut dire que vous prenez ces lignes de force et vous arrivez à un résultat politique. Eh bien, sur la dernière élection, par exemple, sur la dernière élection présidentielle, on a mêlé à la fois... Aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, mais aussi les élections en France, on les fait aussi. Mais là, pour le dernier exemple, on a, pour tout vous dire, trouvé à 2 voix près le nombre de electoral votes, donc le nombre de mandats de grands électeurs, avec un modèle qui croisait et des variables de fond, des variables lourdes économiques, comme le taux de chômage, la variation du taux de chômage. C'est pas vraiment le taux de chômage, c'est la variation qui est importante, de façon assez précoce, c'est-à-dire pratiquement 6 mois avant. Et on a annoncé que Biden allait gagner, mais de façon serrée. C'est-à-dire que quand tout le monde disait que finalement Biden, une vague bleue, etc., nous, on était dans le constat que les éléments de nature politique, comme la popularité, par exemple, qui est fonction aussi de l'évolution de l'économie, entre autres, mais aussi du climat social, d'autres éléments. Tous ces éléments mêlés font que l'électeur agit comme un juré qui fait le procès du sortant et se combine et donne un résultat global. Et avec notre modèle, entre autres, et on a d'autres collègues américains qui procèdent différemment, mais on avait annoncé que Biden gagnerait, certes, mais de façon serrée. Et c'est alors, on peut dire que la polémique qui était sur le recompte, etc., a peut-être un peu, je dirais, assombri la situation. Enfin, mais à l'arrivée, en nombre de électeurs, c'est pas si serré que ça, quand même. Non, mais nous, on avait à 2 près. On a annoncé 308 contre 306 obtenus. Donc, on a un résultat qui était assez précis. Et ça démontre bien que l'électeur, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Il a son ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui sont donnés, qui sont annoncés, mais si lui, dans son fort intérieur, dans son quotidien, si on lui dit la situation sur le plan du chômage s'améliore, mais que lui, il a toujours le même constat quand il va chez sa boulangère, quand il croise des gens dans son entourage, que rien ne s'améliore et qu'il y a toujours, d'après lui, autant de monde au chômage, que la situation ne s'améliore pas sur le plan de l'emploi, il aura cette impression, il en tiendra rigueur au gouvernement et il sera mécontent et il sortira le sortant. Oui, mais vous, c'est sur des chiffres, c'est pas sur l'opinion, enfin, c'est pas sur des micro-trottoirs que vous basez l'ensemble de vos études, c'est sur des chiffres précis quand même. Alors, il y a si le chômage s'améliore pour Élections Scope. Il y a l'évolution du taux de chômage et il y a l'indication de popularité qui essaie de mêler justement le soutien politique qui est accordé. Et on a calculé, là cette fois-ci pour la France, que alors c'est sur les sondages IFOP-JDD, sur la 5e, on a regardé, il y a un minimum, il y a un seuil de reconduction du sortant. S'il n'est pas populaire à un niveau de satisfait de 42%, ses chances sont largement impactées. On voit qu'il y a besoin d'un soutien politique. 42%. On n'y est pas actuellement. On y est presque. Ah, notre 38-60. 38 de satisfait. Macron, là, il est à 38 ? Oui, à 38 sur novembre-décembre. Sur le IFOP-JDD, il faut dire que la crise Covid a aidé, il a pratiquement pris 10 points grâce au Covid. Non, mais alors attendez, Véronique, parce que on fait blabla, c'est génial, mais en fait, c'était ça le sujet. Is it still the economy stupid ? C'était ça ma question. C'est-à-dire, est-ce que, dans les turbulences dingues, et certainement pas économiques, qu'on est en train de traverser, est-ce que c'est encore l'économie qui va faire l'élection ? L'économie est encore un des éléments clés. On ne peut pas dire que ce n'est que l'économie, ce n'est pas que de l'économie ou que de la politique. C'est un des éléments clés. Mais ce que l'on note, c'est que c'est la variable lourde, c'est la variable importante. Et finalement, il y a des effets, je dirais, des effets en cascade qui arrivent. Et quand le chômage ne va pas bien, ça signifie qu'il y a plein d'autres choses qui ne vont pas bien. Ça signifie qu'on a des... Alors ici, ce que vous essayez de me faire dire, c'est que finalement, la crise du Covid, qu'est-ce que ça va
produire. Ça peut produire ce qu'on appelle un rally around the flag, tous derrière le chef. Ce qu'on avait vu avec François Hollande. Rally around the flag. Tous derrière le drapeau, tous derrière le chef, commander in chief, pardon. En mode attentat. Voilà, François Hollande qui rassemble tout le monde et qui rassemblait au-delà des frontières. Donc là, il n'y a plus d'opposition et on voit bien, l'opposition est un peu parfois gênée aux entournures parce qu'elle a du mal à aller sur la critique à partir du moment, prenons le cas des vaccins, prenons le cas du sanitaire. Pas qu'elle soit gênée aux entournures, elle tire à boulet rouge, l'opposition. Là. Ça dépend sur quel sujet. Sur les vaccins en tout cas. Oui, mais alors là, c'est pas complètement... Enfin, je trouve que le débat est mal placé. Je pense que quand on est sur le débat sur de l'humain, sur le sanitaire, sur les vaccins, on est dans un domaine qui intéresse bien sûr tout à chacun, mais qui intéresse aussi l'État. On est dans ce que Jean Bénard, un spécialiste d'économie publique, appelait un concernement. Concernement, c'est un néologisme, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et ça concerne quoi, ça concerne qui? Ça concerne l'État, ça concerne la collectivité, et ça me concerne. Et donc, s'entrechoque ici un concernement étatique qui me dit « je vous oblige à vous vacciner », un concernement collectif qui me dit « il y a une couverture immunitaire qui est garantie si on vaccine ». Alors, je suis docteur, mais pas en médecine, donc je ne vais pas donner un chiffre, mais on peut vacciner un pourcentage de la population. Il me semble que 100% ne serait pas efficace, ça pourrait être contre-productif. Donc, imaginons qu'il faille vacciner 60% de la population, ou 80%, je ne sais pas. Donc ça, c'est la couverture immunitaire que l'on a par la vaccination. Donc c'est un besoin collectif. Et si on imagine qu'il y a 20% qui échappent, eh bien, ce ne sont pas forcément des anti-vax. Il y en a, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des freeriders. En économie publique, le freerider, c'est pas le cavalier libre, c'est alors ce que Jean Bénard appelait du temps où où c'était encore politiquement correct, un passager clandestin. C'est quelqu'un qui essaie de profiter, c'est un opportuniste. Ouais. Il essaie de profiter d'une situation, c'est l'autostoppeur. Ouais. Enfin, là aussi, c'est un peu démodé, mais je n'oserais plus faire d'autostop. Mais l'idée, c'était de dire, je fais du stop à l'entrée de l'autoroute, voilà, on prend ma place, on n'a pas besoin de faire descendre la grand-mère pour me laisser prendre la place. Donc c'est cette idée-là. Et le freerider, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se dit, si tout le monde, tous ceux qui sont finalement très motivés à se faire vacciner, se font vacciner, j'aurai la couverture immunitaire. Ils vont faire le job pour moi, ils feront le job pas besoin pour moi, de m'en occuper. Et voilà. Et moi, je serai... Comment est-ce qu'on ramène ça? Oui, mais attendez, Véronique, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on ramène ça sur les indicateurs économiques sont encore aujourd'hui décisifs dans la popularité ou l'impopularité Parce que tous ces éléments, finalement, tous ces éléments entrent dans la popularité. L'idée ici, c'est de dire, enfin, pour faire simple, il me semble qu'il y a un gros défi. Le défi qui se pose, c'est un peu la question de se dire, les agents veulent à la fois de la liberté et ils veulent du conseil. On a besoin de les guider. Le philosophe Alain disait, il y a la résistance et l'obéissance. Et le défi d'Emmanuel Macron, c'est d'arriver à faire comprendre que certes, les agents sont en demande de liberté. Je veux choisir pour moi, le vaccin, etc. Mais en même temps, il y a une nécessité de se soumettre à une autorité, de se soumettre aux obligations, aux gestes barrières, etc. Parce que si je ne me soumets pas, je mets en péril la vie d'autrui. Donc il y a cette ambiguïté, cette solidarité qui est nécessaire. Et aujourd'hui, tout le défi est de dire... Alors vous allez me dire... où est l'économie là-dedans? L'économie, elle est dans le fait que soit je donne plus de liberté, je donne plus de marge de manœuvre et je peux aussi libérer l'économie. Ouais. Et donc, on a les effets bénéfiques, les effets, et non pas les effets pervers que l'on peut avoir d'un blocage. Et on redonne un peu d'oxygène et finalement... Si la situation s'améliore, eh bien, la situation sur le plan du chômage, c'est l'indicateur phare, le chômage. Mais le chômage atteste de toutes les améliorations dans d'autres domaines. Je précise quand même que pour un docteur en économie, les agents, c'est nous, hein, mesdames et messieurs. Voilà, c'est pas l'agent les agents économiques, voilà. Hein, voilà. Les agents, voilà. Mais... Je me disais, alors, le chômage, c'est l'indicateur clé. Moi, je vous ai toujours entendu, Jérôme, Véronique, dire, le chômage, c'est... La variation du taux de chômage. La variation du taux de chômage. Mais ce sera encore vrai parce que on pourra tous admettre que, bon Dieu, après ce qu'on vient de traverser, le président de la République ou le gouvernement n'est pas forcément responsable de l'aggravation du taux de chômage. C'est un peu l'idée. Alors, je dirais plutôt qu'il est responsable mais pas coupable. L'idée, c'est un peu ça. Et ce qu'il me semble... être en train de se construire, c'est un peu l'idée. On part du principe, je vous remets les choses à plat, ce que je disais tout à l'heure. On considère que l'électeur, il fait le procès du sortant. Parce que donc, nous, ce qu'on mesure, c'est le sortant. On ne peut pas mesurer l'opposition, elle fait des promesses. D'accord. Donc là, on part sur du réel, sur du concret. Le sortant arrive à la fin de son mandat, il présente son bilan.
il présente ou il ne présente pas. L'électeur, de toute façon, va faire le bilan du sortant. Et l'électeur va juger en fonction de ce qu'il va, lui, ressentir de ce bilan, et il va juger le sortant à l'aune de ses résultats. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on pourrait très bien se dire, responsable mais pas coupable, et il y a un peu de cette tendance, alors je vais être très méchante si je dis ça, mais il y a un peu de cette tendance qui consiste à dire, si on regarde un petit peu Amélie de Montchalin qui nous dit on va faire le baromètre de l'action publique. Je suis allé voir le baromètre de l'action publique qui est sorti il y a quelques jours, donc on se dit il est temps parce qu'il reste plus que 18 mois, et on s'aperçoit que c'est pas vraiment le bilan, on veut nous vendre un bilan, mais ce sont 25 mesures sur lesquelles on va devoir cliquer pour savoir au plan même régional comment on a avancé sur les promesses qui avaient été faites, des promesses électorales. Mais c'est pas un vrai bilan, c'est finalement des engagements, ce sont des mesures, certaines sont des mesurettes, le plan vélo en ville, un jeune, une solution, c'est pas exactement la même chose. Je peux pas me faire une idée globale du bilan si je regarde ça. Mais c'est une façon de dire un peu, c'est the elephant in the room. Le bilan, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est le bilan tabou. J'ai pas envie d'en parler, je préférais l'enjamber parce que de toute façon, le Covid a ruiné mes chances d'avoir des résultats. Mais oui. Et donc, mais attendez, ça pourrait être très habile si on considérait finalement que c'est aussi une façon de dire rendez-vous à la prochaine élection, puisque je n'ai pas pu mettre à plein, je n'ai pas pu mettre toutes les réformes en œuvre. Je vais donc vous demander de me donner une étape de plus, une période supplémentaire, de me réélire pour achever ce que j'avais prévu de faire, parce que finalement, puisque vous m'aviez élu précédemment, c'est que vous étiez d'accord sur ces réformes. Je ne suis pas allé au bout, eh bien, réalisez-moi, et je vous promets, je m'engage. On ne peut pas dire ça non plus, parce qu'avant le Covid, il y avait les Gilets jaunes, donc, et là, pour le coup, il était irresponsable et coupable. Alors, l'histoire des Gilets jaunes, on peut... alors, c'est un peu ambigu, mais bon, voilà, sur les Gilets jaunes. Il y a tout un discours, il n'y a pas un discours unique. Ce sera compliqué pour le président de la République de dire... Tout allait bien et tout à coup le Covid m'est tombé sur la tête et donc vous comprenez bien, chers électeurs, qu'il va falloir qu'on recommence au point de départ. En partie, qu'on reprenne, qu'on continue, parce que le discours n'est pas de dire on a arrêté, le discours est de dire on va continuer. Dans le discours, on entend aussi on doit rendre des comptes, donc on sait qu'on doit rendre des comptes. Donc il y a quand même cette sensation de... Il reste 3 minutes, Véronique. La question de la dette, est-ce que c'est une question qui aujourd'hui inquiète ? Oui. Oui, c'est une question. C'est une question, la question de la dette qui vient aussi accessoirement de la notion de taux d'intérêt négatif. L'idée, moi je pars du principe... Oui, mais ça, je pense qu'enfin le grand public, il n'a pas trop perception de ce que c'est les taux d'intérêt négatifs. Je ne sais pas, il faudrait peut-être expliquer plus, mais le grand public, quand il emprunte et qu'il se dit finalement, je rembourse moins que ce que j'empruntais, on est au pays des merveilles. C'est pas ça l'idée. Le grand public, il a aussi, je pense qu'il a aussi une certaine logique qui se dit, qui rembourse ses dettes s'enrichit et qui paye ses dettes. C'est ça. Je cherchais. Qui paye ses dettes s'enrichit. Et aujourd'hui, il entend dire au plan européen, certains pays dire, on remboursera pas. On va laisser, on ne remboursera pas, c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Le problème, c'est qu'on s'est endetté. Pourquoi ? On s'est endetté à des fins de Covid, certes, mais aussi, on a aussi un endettement qui n'a pas permis le meilleur usage possible. Et si l'endettement était fait à des fins économiquement rationnelles, on aurait un endettement efficace qui ferait revenir la croissance. Et là, moi, je suis keynésienne à la limite. Je signe des deux mains. Le problème, c'est que l'endettement n'a pas l'efficacité économique nécessaire et qu'on va finir par emprunter pour payer l'intérêt d'une dette que l'on entretient à terme et qui est un cadeau empoisonné que l'on fait aux générations futures. C'est ça le débat. Les générations futures qui vont avoir une double, voire une triple peine aujourd'hui. Avoir 20 ans aujourd'hui... Non, parce que... Non, mais moi... tiens, on en reparlera ensemble si vous voulez. Parce qu'un État ne rembourse pas ses dettes. Oui, bien sûr. Parce que on retombe... Alors, c'est une discussion que j'ai souvent, mais je rejette, mais avec vigueur, cette comparaison entre un État et un ménage. Ne fait pas faillite. Un État ne fait pas faillite, un État à l'éternité pour lui, et à la fin, un État à la force publique pour lui. Oui, mais alors là, la force publique, ça signifie qu'on va décider de façon discrétionnaire. Et ça signifie que le chef d'entreprise n'aura plus la liberté. On les met sur le bûcher et on allume le feu, vous voyez ? Vous êtes... non, mais c'est... Mais sur le plan de la dette, il y a quand même un souci qui est de dire on ferait un moratoire de la dette, ça signifie qu'on oublie la dette, on paye les intérêts et puis on se lance dans cette logique. On l'a fait, on a vu le FMI le faire pour les pays en développement, on leur a demandé des efforts énormes, ils se sont endettés, ils n'ont pas réussi, du temps du FMI, bien sûr du système monétaire international entre autres, et où le FMI conseillait les pays, on leur demandait des politiques très rigoureuses, en échange de quoi on donnait les crédits nécessaires et au final, on a bien vu qu'on ne pouvait pas y arriver. Et on fait un moratoire. Mais est-ce que c'est
Est-ce que c'est comme ça qu'on entend En tout cas, l'économie ? il nous reste 10 secondes, c'est un sujet dans l'opinion. Voilà, on peut pas en faire. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dans l'opinion. Mais il ne faut pas faire croire que l'argent est magique, je pense. Et pourtant, il l'est quand même un peu. Bon, mais on en reparle, Véronique, parce qu'on va se revoir régulièrement. Véronique Jérôme, donc, Élection Scope, qui était notre dernière invitée sur Bismart. Et les amis, on se retrouve demain.